Merci, Monsieur Charbonneau. Alors, pour suivre, je vais appeler Monsieur Klein, donc le directeur des sinistres à la MAF, la Mutuelle des architectes français, pour nous donner son regard et ses attentes sur l'expertise conseil des architectes. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués. Donc effectivement, après Cyril Charbonneau, je suis assureur, donc je suis un peu plus coincé, donc il n'y a pas de souci. Je n'aurai pas le même ton plaisantin. Je vais aborder avec vous un sujet qui est un sujet d'importance dans une compagnie d'assurance, et notamment à la MAF. C'est effectivement son réseau d'experts. Voilà, c'est des dossiers judiciaires, bien sûr, mais il y a aussi une grande partie de dossiers que nous gérons dans un cadre amiable. Et même dans les dossiers judiciaires, nous avons besoin d'experts conseils qui assistent nos avocats. Donc je vais essayer de vous faire un petit peu la rétrospective de l'expertise telle qu'on la voit chez les assureurs. Alors moi, évidemment, mes propos n'engagent que la Mutuelle des architectes. Je n'ai pas vocation à parler pour l'ensemble des assureurs, parce qu'on n'a pas nécessairement tous la même politique de missionnement des experts ou des avocats. En fonction d'une compagnie à l'autre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le seul point commun qu'on a, c'est effectivement d'essayer d'avoir les meilleurs experts de la place, ce qui est un travail quotidien. Alors, je vous dis franchement, j'ai quelques années d'expérience et j'ai toujours défendu les architectes, donc j'en suis fier. Mais je remarque une vraie modification du paysage des experts d'assurance, comme on les appelle. Quand j'ai commencé mon exercice à la MAF, nous avions des experts conseils qui étaient des experts indépendants, qui étaient beaucoup d'architectes d'ailleurs, qui avaient pour certains une petite activité professionnelle à côté, qui faisaient de l'expertise pour nous. Au fil du temps, ces experts ont disparu pour des raisons normales, c'est-à-dire la retraite. Et le peu d'experts qui restent aujourd'hui, soit il y a cette concentration dans le cadre de grands cabinets, c'est ce qu'on voit, donc soit effectivement se font absorber. Et je dirais qu'aujourd'hui, j'ai de moins en moins la capacité à entretenir des experts indépendants, et notamment architectes, parce que mon cœur de métier, c'est défendre des architectes, bien évidemment. Et là, je fais un appel aux architectes, c'est un vrai sujet aujourd'hui, les architectes experts indépendants qui ne sont pas affiliés à des grands groupes sont de plus en plus isolés. Voilà. Alors on va, je crois que j'ai quelque chose pour... c'est un appel au peuple. On va faire une petite introduction de la vision de l'assureur en matière d'experts. Donc une expertise est une procédure visant à confier à un homme de l'art la mission d'émettre un avis sur les éléments à l'origine d'un différend lorsqu'il présente un caractère d'ordre technique. Cette expertise peut prendre trois formes. Alors chez les assureurs, nous avons l'assurance dommage-ouvrage dans un cadre amiable, parce que quelques dossiers dommage-ouvrage se retrouvent en judiciaire. De l'amiable hors dommage-ouvrage, il y a encore beaucoup de dossiers dans lesquels les maîtres d'ouvrage ne souffrent pas de DO. Et puis, bien évidemment, l'assistance d'un expert conseil à l'avocat de la MAF dans le cadre d'une procédure judiciaire. Alors, il y a une relation assureur-expert qui est une relation qui doit être basée sur la confiance. Voilà. Finalement, quand moi je désigne un expert dans un dossier, souvent, enfin, à mon niveau de directeur, c'est souvent des dossiers d'un certain niveau, et je peux faire appel à un expert. La particularité d'ailleurs à la MAF, comme très peu d'autres assureurs, mais en tout cas certains le font, c'est que nous, on souhaite avoir une désignation nominative, c'est-à-dire qu'on choisit dans les cabinets les experts qu'on veut, et ça peut m'arriver de demander un expert dans une matière précise de tel cabinet, et je veux que ce soit telle personne. Donc c'est notre mode de fonctionnement. Donc la base, c'est la confiance, c'est-à-dire que je ne suis pas à désigner, par exemple, je vais prendre un nom comme un autre, Saretec, je ne vais pas envoyer une mission à Saretec et ne pas savoir qui va prendre le dossier chez Saretec. Voilà, ça sera tel expert du réseau Saretec qui travaillera pour moi. Voilà, ça, c'est vraiment une de nos conditions d'intervention des experts des réseaux. Donc, c'est effectivement l'assureur, lorsqu'il va recevoir une réclamation, il va choisir dans son réseau un expert qu'il estime être l'expert adapté à la situation, qui va être chargé d'analyser les dommages et proposer un mode de réparation. Alors l'expert conseil, bien évidemment, il doit faire part de ses conclusions techniques et de l'évaluation du risque, c'est-à-dire qu'il doit faire part de sa conviction et notamment nous donner des éléments probants, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on est assureur construction, à chaque fois qu'on rentre un dossier sinistre à la MAF ou chez n'importe quel autre assureur,
on doit provisionner le risque. Donc, quand on ouvre un dossier, on appelle ça une provision au coût d'ouverture. Donc, ça veut dire qu'il y a un montant moyen qui est rentré dans le dossier sinistre, mais ce montant moyen ne doit pas rester très longtemps comme ça. C'est-à-dire que j'ai des obligations du ministère des Finances, qui est mon corps de contrôle, avec la CPR, et donc je suis obligé d'évaluer mon risque à chaque fois que ce risque évolue. Voilà. Donc l'expert doit me donner les moyens d'évaluer mon risque le plus vite possible, et bien évidemment le plus justement possible. Comme pour le magistrat, j'ai exactement la même posture. C'est-à-dire que quand je reçois un rapport d'expert, je ne suis pas technicien, donc l'expert, c'est effectivement le bras de l'assureur. C'est-à-dire qu'au travers de son rapport, je vais essayer de comprendre la situation et je vais essayer de voir si, dans ce dossier, j'ai une responsabilité au travers d'un de mes assurés. Et deuxièmement, quel est mon intérêt dans le dossier d'avancer dans le cadre d'une transaction. Enfin, toutes les solutions qu'on peut imaginer pour que ce dossier se termine. Le fait qu'un assureur souhaite systématiquement résister et faire passer les dossiers en judiciaire, c'est totalement faux. À la MAF, par exemple, on est totalement partie prenante dans la médiation judiciaire. C'est-à-dire que dès qu'il y a une médiation qui peut être proposée ou dès qu'on propose une médiation judiciaire, on est partie prenante. Je ne souhaite pas, moi, en tant que directeur, que les dossiers soient pendant des années sur des étagères. Sachez que j'ai des dossiers qui, aujourd'hui, datent de 1980. Encore en cours. Imaginez, qu'est-ce qu'il reste de l'histoire de ce dossier? Rien du tout. Donc on n'a pas intérêt à ce que ces dossiers perdurent autant. Donc l'expert, il va m'aider, effectivement, à sortir ce dossier et à l'évaluer dans des conditions qui, je l'espère, seront surtout, comment dirais-je, efficaces. Nous jugeons nos experts, nous avons des critères de qualité. Ça m'arrive de sortir des experts du réseau. Ça m'arrive de sortir des avocats du réseau. Voilà, c'est comme ça. C'est assez long, on ne le fait pas comme ça sur un coup de tête. Il faut vraiment que... Et c'est moi qui prends la décision en tant que directeur, ce n'est pas mes collaborateurs. Mais, je vais dire, j'ai des critères de qualité. La durée de traitement des dossiers. Si vous voulez, il y a moi et mes collaborateurs, il y a l'expert, et de l'autre côté, j'ai un adhérent. Et un adhérent qui a des clients. Voilà. Quand je fais, et c'est véridique, hein, j'ai désigné un expert conseil architecte en plus, hein, donc je peux le dire là, je l'ai désigné au mois de juin, au mois de décembre, il n'a toujours pas pris contact avec l'adhérent. L'adhérent m'appelle en me disant qu'est-ce qui se passe? Donc c'est nous qui sommes en porte-à-faux avec nos clients. Nos clients, c'est les architectes. Les architectes ont des clients. Et leurs clients, si le dossier n'avance pas, il peut, du jour au lendemain, ne plus leur donner de travail. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens. Donc la durée de traitement des dossiers, pour moi, c'est fondamental. Et quand on relance un expert et qu'il n'intervient pas, c'est catastrophique pour l'image qu'on donne de la MAF en réalité. C'est ça l'image. L'image, elle est donnée au travers de nos intervenants. Et quand l'intervenant nous foire le dossier, c'est la MAF qui a une image négative. Cyril a dit que j'en parlerai, mais ça fait partie de mes préoccupations. Moi, je ne suis pas du tout à chercher à ne pas garantir. Je veux dire, si un jour vous voyez un adhérent sans avocat, ce qui est assez rare, vous pouvez vous inquiéter. Ça veut dire qu'on a un souci de garantie. Voilà. Mais la MAF n'est pas un assureur qui fait des refus de garantie à tour de bras et pour quelque motif que ce soit. Donc, je vais être très vigilant sur les solutions réparatoires, donc le quantum, parce que le quantum, c'est quand même fondamental pour moi de savoir où je vais, et deuxièmement, sur la responsabilité. Et je demande à mes experts, hein, je les appelle mes experts, c'est comme si c'était à moi, de proposer des solutions économiques. On parlera à la fin des responsabilités de l'expert conseil. Je ne mettrai jamais en cause un expert qui a fait une proposition qui est viable, qui est validée notamment par un contrôle technique ou autre, et si elle ne marche pas, je n'irai pas chercher la responsabilité de mon expert. Je reviendrai et je repérerai s'il faut. Voilà. C'est parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'autrement, je veux dire, la solution, c'est démolition, reconstruction systématiquement, et il n'y aura pas de problème. Enfin, il y aura peut-être, mais en tout cas, l'expert, il aura fait son rôle, il aura ouvert le parapluie, et le problème sera réglé. Ce que j'attends aussi, moi, dans mes experts, et comment je les juge, c'est leur capacité à proposer des partages de responsabilités qui sont acceptés par tous. C'est-à-dire que quand moi, j'ai un adhérent qui se prend les fameux 10% dont je ne supporte plus, ça m'agace d'entendre ça, il y a un problème de défiance vis-à-vis de la MAF et du fonctionnement. Le partage pour dire
ces 5 000 balles, on divise par 5 parce qu'il y a 5 personnes ou par 2 et l'architecte prend une part alors qu'il n'a rien à voir, je refuse. Je ne veux plus entendre ça. Et j'ai fait une réunion avec mes experts l'année dernière où je leur ai expliqué qu'on n'accepterait plus cette façon de trancher les dossiers. Le saupoudrage, ce n'est pas acceptable pour les architectes qui souffrent aujourd'hui de cette situation. Aujourd'hui, la MAF, c'est l'assureur qui reçoit le plus de déclarations de sinistres tous les jours. C'est-à-dire que dès qu'il y a un architecte, il est mis en cause. C'est pas difficile. Moi, je vis avec 50 000 dossiers en vie. La CAMB a 11 000 dossiers. On a à peu près la même taille de mutuelle. Imaginez la différence. Tout ça, c'est des coûts de fonctionnement qui vont dans le mode mutualiste à la charge des adhérents. Donc l'expert, il doit être aussi très très vigilant. Il doit proposer des solutions de réparation économes qui marchent. Et surtout, il doit être très vigilant sur les partages de responsabilités et surtout pas qu'il y ait un des acteurs qui se sente mis à mal par rapport à une transaction. Il y a aussi un vrai sujet pour moi, c'est, vous savez, la différence entre l'expertise judiciaire et l'expertise amiable, c'est que l'expertise judiciaire, l'expert judiciaire dépose son rapport et ça s'arrête. Voilà. L'expert amiable, il m'envoie des notes, il m'envoie des rapports, mais il doit aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire qu'il doit proposer à la fin un mode de réparation accepté par le maître d'ouvrage, validé par les personnes qui sont concernées au niveau de la responsabilité, et on doit sortir un protocole d'accord ou un quitus. Non. Une expertise judiciaire, non. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pars du principe que l'expert judiciaire n'a pas le même rôle que l'expert d'assurance. Voilà. Mais l'expert d'assurance, lui, il a un travail, je veux dire, d'aller jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Donc, évidemment, là où vous avez raison, c'est que potentiellement, il est peut-être plus à même d'engager sa responsabilité. Voilà. Bon, mais ça, on verra tout à l'heure que dans tous les cas, de toute façon, dès que ça a foiré, la responsabilité, elle va être recherchée. Il y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de règle pour vous empêcher d'avoir ce risque-là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, effectivement, je préfère des dossiers qui se terminent à l'amiable que des dossiers qui passent en judiciaire. Quand vous regardez la dommage ouvrage, aujourd'hui, on gère à peu près chez les assureurs 100 000 dossiers par an, à peu près 500 déclarations de sinistres par jour. Voilà, ça, c'est le monde de l'ADO. Tous ces dossiers-là, on va le voir un petit peu après, avant, pour la plupart, allaient en judiciaire. Alors, il y a beaucoup moins de construction dans les années 70 que maintenant. Donc, heureusement que cette DO existe. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui sont des dossiers DO et qui vont devant le juge, c'est des dossiers dans lesquels soit l'assureur DO ne fait pas son boulot, ça veut dire qu'il n'indemnise pas, qui joue la montre, ou qui va indemniser des choses qui sont totalement inacceptables pour le demandeur, donc on va se retrouver en judiciaire, soit effectivement que ça peut être également le maître d'ouvrage qui va vouloir plus parce qu'il estime que l'indemnité n'est pas suffisante, mais c'est aussi qui foire tout simplement parce qu'il y a à un moment donné un des acteurs qui ne joue pas le jeu ou qui a mal joué son jeu. Voilà. Et je dirais peut-être aussi que de temps en temps, les experts ne sont pas totalement innocents dans le système, puisque j'ai un dossier, un gros dossier actuellement qui m'énerve. J'ai effectivement un architecte qui a une mission de conception, mais cette opération a été réalisée par un très grand architecte de renom, architecte d'intérieur, qui a fait toute la conception, qui a fait tout le projet, voilà, sauf que ce monsieur, l'assureur DO, a décidé de ne pas le mettre en cause. Donc, il met la part de cet architecte qui est à l'origine du sinistre, puisque c'est lui qui a proposé ce concept architectural, il met la part sur l'architecte qui était là, le pauvre architecte français, qui n'est pas effectivement sur un contrat de droit hollandais, en disant « Ah oui, mais l'autre, il a un contrat de droit hollandais ». Mais j'ai dit, la loi Spinetta, elle s'applique également à un Hollandais qui vient travailler en France. Je veux dire, c'est le droit du sol, hein, c'est l'ouvrage en France. Voilà. Et donc ça m'agace. Et donc effectivement, ce dossier-là ne se traitera certainement pas à l'amiable. Il va partir en judiciaire. Voilà. Mais là, il y a une faute pour moi, en tout cas c'est mon sentiment, d'un assureur DO qui n'a pas joué son rôle vis-à-vis des autres parties. Alors là, je vais juste faire un petit échange. Je n'ai rien contre les experts, ce que j'appelle dégâts des eaux. Hein. Je ne suis absolument pas du tout opposé à ce mode d'expertise, mais je ne classe pas les experts conseils, et notamment les experts conseils architectes, dans la catégorie des experts conseils qu'on retrouve chez les assureurs dégâts des eaux. Voilà. Pour nous, c'est une calamité. Je reçois tous les jours
si vous saviez ce que je reçois comme réclamation d'assureurs IRD, comme on appelle ça, hein, dégâts des eaux, avec des experts qui font des expertises, mais qui sont à pleurer. Hein. Aucune compétence technique. On vous met, vous êtes architecte, donc 1792, 100% de responsabilité. Alors, sur l'imputabilité, c'est même pas la peine de regarder, parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, je pense qu'il est important, et je pense qu'à la Fédération des assureurs, à un moment donné, on avait voulu faire de l'expertise DO à 2 vitesses, avec des experts, je ne dirais pas bas de gamme, mais en tout cas moins capés que les conditions habituelles, et on a vu l'échec cuisant que ça peut avoir, parce qu'on a fait marche arrière. Donc, il y a quand même une vraie différence entre un expert construction et un expert dégâts des eaux. Voilà, je tenais à le dire, parce que c'est important, même si beaucoup d'assureurs n'ont pas compris cette différence fondamentale. Alors, le rôle de l'expert construction dans une expertise amiable, c'est effectivement de rechercher la cause du désordre, déterminer le procédé de réparation adéquat et contrôler le chiffrage des réfections. C'est une expertise technique complète qui nécessite des connaissances approfondies en procédés constructifs et en pathologie du bâtiment. Ça, on a très peu ça chez nos experts dégâts des eaux. Il doit établir des notes et des rapports d'expertise, en fait, de tenir informer l'assureur sur la nature et le risque et son coût estimé. Ça, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que moi, je gère un dossier, j'ai 100 collaborateurs juristes qui gèrent des dossiers au jour le jour. Ils ont chacun 700 dossiers pour les dossiers lambda, hein, ils ont un peu moins quand c'est des dossiers à haut risque. Mais ces collaborateurs ont besoin de l'expert conseil, d'avoir du suivi régulier, de voir ce qui se passe, d'évaluer leurs risques, de voir effectivement s'il ne faut pas rajouter un avocat, par exemple, à côté de l'expert en amont pour faire de la prévention, s'il ne faut pas un sapiteur. Donc il y a vraiment un échange. Tout à l'heure, Cyril Charbonneau parlait de cette plateforme. Pour moi, c'est fondamental. On doit avoir un échange constant entre le collaborateur juriste de la MAF, l'expert, l'avocat, et c'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, comme je le disais, selon la nature du risque, on va pouvoir être amené à rajouter un spécialiste, un économiste, voire, pour certains gros sinistres avec des immatériels, un expert financier. Donc tout ça aussi, c'est des choses que l'expert conseil doit anticiper. Ça veut dire que s'il voit qu'il y a un très gros risque d'immatériel, il doit informer la MAF, en tout cas son correspondant, pour lui dire « il faut tout de suite me mettre à mes côtés un expert financier ». Parce qu'autrement, plus on attend, plus c'est compliqué pour remonter la pente. Voilà. Alors, 1978, alors je n'étais pas encore, j'étais pas loin d'arriver, mais pas encore, de toute façon, c'est un vrai tournant dans l'expertise. C'est-à-dire que la loi Spinetta est venue mettre en place un système, ce fameux système d'assurance obligatoire du risque décennal, et notamment avec ce fameux système à double détente avec la création de la dommage-ouvrage. Il faut savoir que jusqu'à là, la principale solution pour pouvoir avoir une réparation, c'était le judiciaire. Il y a très peu d'affaires qui étaient gérées à l'amiable. Il y avait ce qu'on appelait des polices de groupe, enfin, qui étaient gérées par ce fameux centre qui était le MARC à l'époque, pour ceux qui ont connu ça. Et donc, il y avait effectivement quelques contrats d'assurance qui couvraient la construction, mais il n'y avait rien d'obligatoire. Et donc, ce n'était pas réglementé, et c'était un peu la foire d'empoigne. Donc, 1978, notre ami Spinetta nous a sorti une loi qui est respectable, hein, puisque je pense qu'elle a fait son office, globalement, hein, même si on peut la critiquer sur ces aspects. Les clauses types vont venir réglementer l'expertise construction. On va avoir effectivement un rôle d'expert qui va être détaillé dans le cadre des clauses types. Et c'est là que va émerger la fameuse profession. Alors moi, j'ai beaucoup de mal à dire qu'un expert, c'est une profession. Pour moi, c'est la continuité d'une expérience. Hein. C'est-à-dire que les gens qui me disent c'est mon métier, c'est pas un métier, expert. Architecte est un métier. Ingénieur est un métier. Expert, c'est l'aboutissement d'une connaissance d'un métier. Donc, et c'est effectivement à partir de ce moment-là qu'on va avoir l'émergence des experts dommage-ouvrage, et notamment la reconnaissance des expertises dommage-ouvrage par les tribunaux. Donc c'est une évolution importante. Tout ça, la loi Spinetta, je ne vais pas vous faire l'histoire, mais c'est vrai que la situation était dramatique et qu'il fallait trouver une solution pour faire évoluer ce monde du contentieux construction. Alors l'expertise DO, je pense que vous avez déjà eu pas mal d'informations là-dessus. J'ai vu que Catherine avait fait une intervention sur le sujet. Donc, ce que je vous ai dit, c'est qu'un arrêté du 17 novembre 1978 va réglementer par le biais d'une clause type l'expertise effectuée au titre de l'assurance dommage-ouvrage. Donc, on a une reconnaissance
officielle de l'expertise dommage-ouvrage, et nous allons avoir ce mode de fonctionnement pendant un certain nombre d'années, qui consiste à avoir cette fameuse expertise DO. Et il s'avère que, malheureusement, le fonctionnement en amont va fonctionner, c'est le cas de le dire, mais les assureurs DO ne font pratiquement aucun recours, ils n'arrivent pas à faire le recours, et tous les recours, pour les avoir, il faut partir au judiciaire. Donc c'est l'échec du système, c'est-à-dire que le fameux fonctionnement à double détente, eh ben, c'est une simple détente, et derrière, il faut aller mettre le fusil sous la tempe de l'assureur RCD pour avoir le recours. Donc c'est comme ça que cette expertise DO, qui effectivement arrive d'un point de vue économique, alors les assureurs n'avaient pas anticipé les coûts. Il faut savoir que dans les années 85-90, les résultats techniques chez les assureurs de la DO, c'était une catastrophe. C'est-à-dire qu'on perdait tout ce qu'on pouvait sur ce risque-là. C'était totalement mal tarifé et on ne s'était pas rendu compte qu'on n'aurait pas nos recours facilement. Donc on était parti du principe qu'on allait payer 1 euro et qu'on récupérait l'euro juste avec quelques faux frais. Et ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les assureurs, dans le cadre de la dommage-ouvrage, gardent entre 50 ou 60 à 60% de leurs sinistres à leur charge, hein, par le fait du fonctionnement du ticket modérateur. Vous savez qu'au-delà de 1 500 €, le recours est possible, et en dessous, l'assureur DO va garder le sinistre. Donc tout ça montre le mode de fonctionnement de cette police DO. Et c'est 1984, avec un effet très très vite après, qui va, dans le cadre de négociations entre les assureurs, voir la naissance d'une convention, cette fameuse convention règlement assurance construction. Alors l'objectif, c'était de limiter les frais d'expertise, puisque là, on mettait en place l'expertise unique, donc un expert unique qui intervient pour compte commun. Et puis, ce qu'on a voulu aussi dans cette convention, c'est d'avoir des experts agréés par l'ensemble des compagnies d'assurance, donc avec un processus de validation de leurs compétences. Alors, ça a un peu changé depuis, mais moi, j'ai participé aux premiers examens de formation et d'agrément des experts CRAC. Donc, c'était quand même assez costaud. Beaucoup de gens n'arrivaient pas à avoir cet examen CRAC. Hein. Et c'était notamment avec des critères de compétences qui étaient liés à des diplômes. C'est-à-dire que les architectes, par exemple, pouvaient prétendre à ce type d'examen avec une expérience professionnelle antérieure. Donc on n'arrivait pas comme jeune architecte expert CRAC, donc il fallait quand même montrer un certain nombre de compétences. Aujourd'hui, il existe toujours ce système de validation des experts dans le cadre de règles de qualification. Donc l'expert unique, c'est un statut extrêmement important, puisque, bien évidemment, l'expert unique doit avoir la confiance de l'ensemble des assureurs. L'assureur DO va désigner cet expert unique. Cet expert, c'est l'expert de la dommage-ouvrage. Le maître d'ouvrage peut le récuser s'il le souhaite, mais les assureurs de responsabilité, eux, n'ont pas de moyen de récusation. C'est un expert pris sur la liste, donc il a effectivement toute latitude pour faire son expertise. Donc c'est vrai que la vraie question aujourd'hui, et ça c'est une question qui est entière, moi je ne suis pas toujours convaincu dans le mode de fonctionnement aujourd'hui de la CRAC de l'indépendance totale de l'expert dommage-ouvrage. Voilà. Je trouve, et je vais vous donner un exemple, un dossier qui j'ai à cœur aussi, je trouve qu'un expert dommage-ouvrage qui a été désigné en qualité d'expert unique dans la première partie de l'expertise, cette expertise, comme je l'écris là, dépasse les 130 000 €, donc l'expert RCD va pouvoir apporter son avis par le biais d'un expert qu'il va pouvoir désigner à côté de l'expert unique. Et je trouve qu'il faudrait, j'essaie de faire bouger les choses, il faudrait interdire à l'expert unique de devenir l'expert d'une partie. Et ça, malheureusement, ça se fait, c'est-à-dire que l'assureur DO qui a désigné un expert unique va prendre cet expert pour défendre l'entreprise, par exemple. Et ça, pour moi, il y a quand même un vrai problème, parce qu'il a été à un moment donné l'expert de tous, et il ne peut pas à un moment donné devenir l'expert d'une seule des parties. Ça, c'est un des points faibles du système que je dénonce, et que je dénoncerai jusqu'à la fin. Alors, comme je vous l'ai dit, nous avons aussi cette fameuse expertise amiable hors dommage ouvrage. Pourquoi ? Parce que le législateur n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement, puisque je vous rappelle qu'un maître d'ouvrage particulier
a une obligation de souscrire le dommage ouvrage, mais s'il ne le fait pas, il n'y a pas de sanction. Donc évidemment, beaucoup de particuliers ne souscrivent pas le dommage ouvrage. Voilà. Donc ces dossiers-là, bien évidemment, ne bénéficient pas du système à double détente, ce qui veut dire que c'est des dossiers, soit on les gère à l'amiable rapidement avec un expert conseil, ce qu'on essaie de faire, soit effectivement, dans la plupart des cas, ça peut se terminer en judiciaire si on n'arrive pas à trouver d'accord. Et ça, c'est vraiment un des problèmes de la loi Spinetta, et on n'est pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Il y a aussi, et ça c'est un vrai sujet, c'est tous les désordres qui ne vont pas relever de la garantie décennale ou que l'assureur DO n'aura pas voulu prendre dans le cadre de la dommage ouvrage. Tous ces dossiers-là vont se retrouver sur un fondement, alors ça dépendra, contractuel, quasi délictuel, en tout cas ça dépendra de l'acteur, devant le juge, parce qu'on n'arrivera pas, dans beaucoup de cas, à trouver un terrain d'entente à l'amiable. Voilà. Alors c'est ces dossiers-là, aujourd'hui, qui restent le plus souvent en judiciaire pendant de longues années, parce qu'il faut quand même rappeler que le temps de l'expert DO, qui est de, je vous rappelle, 60 jours pour aider l'assureur à prendre sa position sur la garantie, et 90 jours, alors on peut dire 225, mais parce que le 90 jours n'est jamais respecté, enfin rarement en tout cas, quand on compare à la durée des dossiers judiciaires, moi je veux dire, chez MAF, la durée moyenne d'un dossier judiciaire, c'est 8 ans. Hein, c'est ça nos statistiques. Donc on voit quand même qu'il n'y a pas du tout le même temps de gestion des dossiers. Donc effectivement, dans ce cas-là, on va faire appel à un expert amiable. On va essayer... alors ce qui est paradoxal, c'est que quand il n'y a pas de DO, les assureurs ne sont pas pressés d'arriver sur les lieux. Voilà. C'est que bien souvent, moi j'ai beaucoup d'adhérents qui m'appellent en me disant « j'ai demandé à l'entreprise de déclarer le sinistre à son assureur, mais il ne se passe rien ». Alors deux solutions. Soit le maître d'ouvrage assigne, mais bon, c'est peut-être pas la meilleure solution économique, soit c'est moi, sans savoir exactement où on va, qui vais désigner au titre du contrat architecte un expert conseil pour déclencher l'expertise et faire venir les gens autour de la table. Voilà. Et bien souvent, je n'ai même pas de responsabilité à mon analyse de la déclaration de sinistre, mais je le fais parce que la petite habitude qu'on a aujourd'hui, c'est que l'architecte n'est jamais payé de ses honoraires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le solde d'honoraires, il est coincé et on va lui faire supporter toute la carence des autres. Voilà. Donc je suis obligé, pour essayer de faire payer mon adhérent par son maître d'ouvrage, je suis obligé de déclencher l'expertise. Vous voyez un peu le monde pervers de l'assurance et du fonctionnement de l'assureur qui se cache. Le problème, c'est que nous, nos adhérents, ils sont faibles, ils ne sont pas équipés de services juridiques puissants, et souvent, c'est la MAF qui a un peu ce rôle. Donc encore une fois, je souhaite que mes experts amiables que je prends pour ces expertises amiables, donc qui ne sont pas nécessairement des experts CRAC, hein, donc j'ai dans mon réseau des experts architectes conseils qui n'ont pas du tout le statut CRAC. Je dirais que dans certains cas, c'est même plutôt pas mal, puisque le vrai problématique de l'expert CRAC, c'est qu'il a ses délais à respecter, et que bien souvent, mon dossier RC, il passe un peu après, vous voyez, il est un peu à côté, parce que d'abord la DO et après le reste. Donc souvent, ces experts-là peuvent avoir plus de temps et ne sont pas du tout dans le même mode de traitement d'un expert dommage ouvrage. Donc c'est pour ça que quelques-uns de mon réseau ne sont pas CRAC, et ça n'a pas du tout d'incidence sur la qualité, mais ça a aussi d'autres avantages. Alors, le rôle de l'architecte est souvent mal appréhendé. Voilà. C'est vraiment un vrai souci. Et j'avoue que lorsque je choisis des experts architectes, et souvent dans les réseaux, je demande s'il y a des architectes, et c'est souvent vers eux que je me tourne, c'est parce que nous, on est effarés de la façon dont sont traités les architectes dans le cadre des expertises. C'est-à-dire que la plupart des experts, quels qu'ils soient, ne connaissent pas la mission d'architecte. Voilà. Donc il y a un architecte, on va l'arroser. Voilà. Il a, tout à l'heure, on nous a dit qu'il était le maître de l'opération. Eh bien, effectivement, moi, j'estime que ça suffit. Voilà, ça suffit. Donc, il y a un contrat, il y a une mission, et on doit s'y référer, et on doit rentrer dans l'analyse de cette mission. Et c'est vrai que les architectes conseils que j'ai sont les mieux à même de faire cette analyse précise, puisqu'ils connaissent ce métier.
les mises en cause, elles se font parce qu'on a regardé les contrats de maîtrise d'œuvre, on a regardé les marchés de travaux, on a regardé les interventions des bureaux d'études en matière de contrats. Je veux dire, aujourd'hui, c'est très peu le cas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'expert fasse ce travail d'analyse. Je veux dire, soit, comme l'a dit tout à l'heure Maître Charbonneau, on met un avocat avec lui pour faire ce travail, mais moi, je n'ai pas l'intention, dans tous les dossiers, de doubler l'expert d'un avocat. Non, tout comme à la MAF, on ne met pas des avocats, des experts dans tous les dossiers judiciaires, dans la mesure où on a souvent un adhérent qui va aider, c'est l'avocat qui va dire « je veux un expert à mes côtés ». Voilà, c'est un peu le mode de fonctionnement. Donc effectivement, ce genre de décision, ça me fait plaisir, parce que trop souvent aujourd'hui, et là je trouve que la Cour de cassation rétablit un vrai équilibre, hein, en rappelant que l'architecte n'a pas une présence constante sur le chantier. Hein, ça, et effectivement, on ne peut pas lui imputer une responsabilité systématique parce qu'il y a un architecte. Vous voyez ? Bon, ça, c'est un peu notre combat, c'est-à-dire que la profession, elle est tabassée. Et ce n'est pas acceptable. Je suis très engagé sur le sujet. Hein. Ces décisions-là, j'y tiens et je continuerai à me battre jusqu'à la fin de ma carrière. C'est pas... Et je vous dis, hein, c'est vraiment un travail collectif, hein, parce que même l'expert judiciaire, hein, quand il écrit dans son rapport que sur l'appréciation de la responsabilité de l'architecte, il laisse le juge décider, il ne donne pas d'éléments concrets. Moi, je serais le juge, je me dirais, mais ça veut dire quoi, ça ? Alors évidemment, la tarte à la crème, l'obligation de conseil. L'architecte, il a une obligation de conseil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on a un architecte avec une mission limitée, moi j'ai eu un déjeuner avec l'ordre des architectes de Pays de Loire, on avait une avocate qu'ils avaient invitée autour de la table, et son mode de fonctionnement, on parle d'une mission limitée au contrôle du parti architectural. C'est-à-dire que l'architecte, on ne lui donne pas de DET parce qu'on ne veut pas le payer, on lui dit, vous avez un droit, qui est un droit, je vous rappelle, dans la loi sur l'architecture, de vérifier votre projet, donc on va vous donner cette mission avec un certain nombre de contraintes, et l'avocat m'explique, mais c'est comme si c'est une DET, donc de toute façon, s'il y a un sinistre, même s'il a cette mission, eh ben on ira le rechercher en responsabilité au titre d'une DET. Mais je dis, mais il n'a pas de DET. Il n'a pas de DET. Le maître d'ouvrage ne veut pas lui payer une DET. Oui, mais c'est un sachant, donc son obligation de conseil, il doit quand même... Mais à ce moment-là, c'est... Prenez un architecte, donnez-lui une mission à 50 €, et puis comme ça, vous ne payez pas l'architecte et vous aurez sa responsabilité avec son assureur. Enfin, c'est ça le raisonnement de l'ensemble des gens qui gravitent autour de nous. C'est-à-dire que l'architecte, c'est l'homme à tout faire, ou la femme à tout faire, parce qu'il y a beaucoup de femmes, hein, excusez-moi. Et effectivement, on a toujours au-dessus de notre tête cette espèce de, comment dirais-je, de sanction. On nous dit toujours, ah oui, mais toi, tu as l'obligation de conseil. Moi, j'ai l'obligation de ma mission. Basta, ça suffit. Voilà. Donc ça, je le répète, parce que ça me tient à cœur. Je pense qu'il faut remettre un peu les choses à leur place. Et je vous dis, les décisions qui arrivent en ce moment sont plutôt dans ce sens-là, et ça fait plaisir. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Alors. 4 petites minutes. Bon, je vais aller vite. Donc l'objectif de l'expert conseil, c'est concilier. Voilà, c'est pas d'aller encombrer les tribunaux qui ont assez de travail comme ça, avec beaucoup de dossiers. Voilà, donc c'est pour ça que je suis le premier. J'ai été convoqué 2 fois par des présidents à Angers et à Rennes, où on nous a demandé si on accepterait de faciliter la médiation. J'ai tout de suite dit oui, il n'y a pas de souci. Je veux dire, on est là, la justice sera meilleure si on ne met pas 10 ans à donner une décision de justice. Il ne reste rien de l'histoire au bout de quelques années. Voilà. Donc on est tout à fait... 8 ans, c'est une moyenne. Je veux dire, je dis, j'ai un dossier de 80, ça doit être une cour de renvoi, je ne sais pas trop ce que c'est. Enfin, je ne regarde même plus parce que j'attends qu'il meure tout seul. Ça se trouve, tout le monde est mort dans le dossier. Il ne reste plus que le dossier. Hein. C'est possible. C'est possible. Non, je ne sais pas si vous savez, mais certains ont dû entendre parler d'un sinistre qui avait fait beaucoup de bruit. C'est l'hôpital de l'Europe à Lyon, avec Madame Jourda, architecte, qui est décédée aujourd'hui. C'est un sinistre qui est intervenu dans les années... il y a 20 ans. On vient seulement d'avoir le jugement. Premier jugement. Bon, c'est un très gros dossier, très complexe.
Donc je pense que les magistrats du TGI de Lyon ont dû à chaque fois dire « je le laisse à mon successeur ». Je pense que ça devait être le dossier maudit, à mon avis, parce que c'est vrai que c'est une très grosse affaire. Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce qui reste de l'histoire au bout de tant d'années, quoi, hein? Madame Jourda est décédée déjà, vous voyez, c'est sa fille qui récupère le bébé, puisqu'elle est en libéral en plus. Donc imaginez pour la fille la situation, 20 ans après. Alors bien évidemment, hein, ce que je dis, et Cyril vous l'a dit tout à l'heure, hein, vous devez vous préoccuper de la présence de l'ensemble des parties responsables. Vous devez essayer d'éviter d'oublier quelqu'un. Il y a des prescriptions, donc ça veut dire que, là je suis sur l'expertise amiable, mais dans l'expertise judiciaire, c'est la même problématique. On va avancer, puisque je crois que je suis un peu en retard, mais bon. Là c'est assez court, parce que le rôle de l'expert conseil architecte aux côtés de l'avocat dans le cadre d'une procédure judiciaire, la MAF met systématiquement dans tous ses dossiers un avocat. Tous les dossiers judiciaires, il y a un avocat. C'est une règle. D'autres assureurs, je sais qu'ils ne le font pas systématiquement, ils mettent des experts, et l'avocat prend le dossier en route. Nous, c'est une règle. Tous les dossiers, il y a un avocat qui assiste l'adhérent. Ce que dit Cyril, c'est la vérité. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin, dans certaines réunions, que l'avocat et l'expert se déplacent ensemble. C'est à eux de parler entre eux et de décider là où ils vont à deux et là où ils n'ont pas besoin d'y aller à deux. Quand on est sur une réunion purement technique, la stratégie a été établie entre l'avocat, l'expert et le collaborateur de la MAF. L'expert peut aller tout seul à l'expertise. Il saura voir, il saura dire, il saura remonter l'info. Donc c'est vraiment ce travail-là. Moi, je suis aujourd'hui à la tête d'un budget de défense de 41 millions d'euros. Je paye 41 millions d'euros de défense tous les ans. C'est pas rien. La masse salariale à côté, c'est tout petit à la MAF. Voilà. Vous voyez ? Donc ça, moi, mon DG, il m'attend au virage. C'est-à-dire que tous les mois, il me demande « Tu en es où? C'est quoi tes dépenses ?» C'est un poste énorme à la MAF. Vous voyez? Donc vous nous coûtez cher, les experts, et les avocats. Mais vous nous rapportez aussi, parce que vous nous rapportez la vérité. Ce que je dis, c'est que moi, mon rôle, c'est pas de me cacher et de ne pas payer. Moi, je suis le premier à assumer la responsabilité de mes adhérents quand elle est réelle et qu'elle est là. Voilà. Ça, je le dis, on ne se cache pas, on le fait. Mais c'est quand même des sommes monumentales qu'on paye. Et je ne compte pas les frais qu'on rembourse à l'assureur DO dans le cadre de l'expertise DO sur la moitié des frais d'expertise. Je compte que les frais que je paye en direct. Hein. Et surtout, ce que je pense d'important, c'est que, et encore une fois je le répète, c'est qu'il est là aussi pour essayer de maîtriser avec l'avocat le coût du sinistre, la proposition de solutions alternatives. Nous avons eu une très très bonne décision avec un expert judiciaire alsacien, dont je tairai le nom ici pour des raisons de confidentialité, une décision où un maître d'ouvrage voulait avoir une démolition-reconstruction dans le cadre d'un non-respect des règles parasismiques. Une solution technique a été apportée avec une validation du CSTB, avec donc toutes les conditions de sécurité de cette solution alternative. Nous avons réussi à obtenir une décision de justice qui retient cette solution réparation. Jusqu'à maintenant, c'était pratiquement impossible. Voilà. Mais parce que, effectivement, l'objectif, c'est pas de ne pas payer, c'est la proportionnalité, comme l'a dit fort justement Cyril. C'est payer le juste prix de ce qui est dû et de ce qui va fonctionner. Sachez qu'en matière de parasismique, la plupart du temps, les gens prennent l'argent, se le mettent dans les poches, vendent la maison et vont ailleurs avec. C'est ça qui se passe. C'est un vrai souci, c'est un vrai fléau. Bien sûr, ne soyez jamais avare de demander à un économiste, hein, ça peut aider dans le cadre de la gestion du... Alors rapidement, parce qu'on me l'avait demandé, je n'avais pas prévu de le faire, mais on me l'avait demandé, sur la responsabilité. Tout à l'heure, Michel Gelming m'a posé la question de savoir comment on pouvait essayer de maîtriser ce sujet. Alors il y a certaines formules à mettre dans les contrats. Je sais qu'on travaille sur un contrat de mission d'expert conseil, architecte conseil, mais ça ne vous exonérera jamais de rien si vous êtes à l'origine. Et quelle que soit votre mission, un diagnostic, que ce soit une mission de conseil, de relevé, d'expertise ou autre, je veux dire, si vous avez... tout à l'heure, vous parlez de prescription. C'est quoi la prescription? Ça commence où? Ça s'arrête où? C'est ça la vraie question. Dans tous les cas, si vous avez fait une prescription, en tout cas donné des indications erronées, votre responsabilité sera recherchée. Alors après, il y a des solutions pour essayer de la limiter, voire vous exonérer. On a
des décisions qui fluctuent, notamment sur les problèmes de diagnostic. Hein. On voit la jurisprudence qui est assez fluctuante, très, très méchante, et des fois un peu plus sympathique. Mais en ce qui concerne aujourd'hui votre responsabilité, la seule chose, c'est qu'il faut à chaque fois, et ça je répète à tous les experts de la MAF, mais également aux adhérents qui ont des missions un peu touchy, c'est préciser dans le cadre de votre rapport que ce n'est pas une mission de maîtrise d'œuvre et que le maître d'ouvrage s'engage à faire appel à une maîtrise d'œuvre qui elle-même décidera des solutions techniques à mettre en œuvre. C'est ça la solution. C'est-à-dire que la personne qui va arriver derrière vous, c'est à elle de reprendre le dossier, et s'il y a un problème, effectivement, si vous avez prévu un problème de fondation très léger et qu'en fin de compte, il faut faire des micro-pieux et qu'il y en a pour 5 fois plus, il est probable que malgré tout, on viendra vous rechercher en responsabilité au motif, mais je dirais quelque part que ça se défend. Et à un moment donné, il y a aussi cette perte de chance ou cette théorie de l'enrichissement. À un moment donné, il faut aussi qu'on essaie de trouver des solutions pour dire qu'un maître d'ouvrage qui devait payer cette somme-là, quoi qu'il arrive, il faut qu'il la paye. Alors, peut-être qu'il y aura une sanction pour l'architecte expert, mais certainement pas le coût total des travaux. Voilà. Ça, c'est aussi par le biais de la perte de chance qu'on arrive à trouver des solutions qui soient équilibrées. Alors, j'ai malheureusement quelques décisions que je voulais vous montrer, mais je ne vais pas trop insister pour ne pas vous casser le moral. Là, voilà, c'est un expert qui avait deux solutions dans un rapport BTP. Il a fait le choix, vis-à-vis de sa cliente particulière, de chiffrer la deuxième, qui, in fine, n'était pas la bonne, puisqu'elle n'a pas fonctionné. Et il a été condamné, évidemment, puisque sa cliente était non sachante. Et c'est lui qui va prendre en charge les conséquences de cette solution qui n'était pas viable. Et puis, une autre là, c'est un vrai problème, c'est un problème de prescription qui est atteinte. Et donc, l'expert s'est totalement planté. Et évidemment, la question, c'est le maître d'ouvrage, la décennale est terminée. Et oui, mais il va avoir une action contre ce pauvre expert. Et donc, sur le fondement de la responsabilité de droit commun, il va pouvoir aller chercher la responsabilité de l'expert. Donc, la responsabilité, elle est là, elle existe. Et malheureusement, je vous dis, pour la contourner, il faut être vigilant dans la rédaction de vos rapports, et même dans votre contrat, hein, bien évidemment, il faut rappeler que ce n'est pas effectivement une mission de maîtrise d'œuvre. Ce que je dirais en conclusion, c'est que l'expert n'est pas un maître d'œuvre, hein, et il faut absolument qu'à un moment donné, il sache s'arrêter. Hein. Ça, c'est vraiment... on n'a pas, dans un rapport d'expertise, à faire toutes les notes de calcul, tout le projet, pour que l'autre arrive, le donne à une entreprise et le mettre en œuvre, parce que là, c'est votre projet, et moi, je vais être embêté. Effectivement, à la MAF, vous avez la possibilité de faire... alors, moi, si vous êtes expert de la MAF, j'apprécierais pas du tout que vous soyez maître d'œuvre de l'opération après pour le maître d'ouvrage. Voilà. Je vous le dis franchement. Tout simplement parce que j'ai eu un cas où on avait un expert qu'on a détecté qui faisait l'expertise, le quantum, et quelques temps après, on s'est retrouvé à voir qu'il avait effectivement, lui, fait la maîtrise d'œuvre derrière. Et on s'est rendu compte que le quantum et les solutions réparatoires qu'il avait fait, donc il avait fait des quantums importants, mais derrière, il avait fait des réparations à l'économie. Voilà. Donc, c'est de la malhonnêteté. C'est sûr que ce n'était pas un expert qu'il fallait garder. Mais bon, moi, je pense qu'à un moment donné, il faut rester dans cette impartialité, rester... On a été l'expert d'une partie, on ne va pas être le maître d'œuvre de l'autre partie contre laquelle on a combattu un certain nombre d'éléments. Voilà. Après, un architecte qui est conseil, qui est expert d'une partie, c'est-à-dire un maître d'ouvrage notamment, hein, enfin en tout cas un demandeur, moi je ne vois pas d'inconvénient qu'il continue sa mission dans le cadre d'une mission de maîtrise d'œuvre, mais dans ce cas-là, il va falloir effectivement qu'il ait un deuxième contrat, donc ce ne sera pas le même contrat, hein, ce sera un contrat de maîtrise d'œuvre en bonne et due forme, et qu'il déclare son chantier comme un maître d'œuvre normalement. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc votre responsabilité, elle vous guette à tous les coins de rue. Hein. Je ne vais pas faire du catastrophisme comme certains le faisaient avant en disant il suffit qu'on lève le nez et qu'on n'ait pas dit qu'il y avait un problème pour se retrouver en prison. Non, c'est pas ça. Mais n'empêche que vous êtes quand même, vous devez être vigilant. Et je dirais que la rédaction de vos contrats, de vos rapports, sera déjà un bon rempart pour nous permettre de vous défendre. Voilà.